Dimanche 3 juillet 2022, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle rubrique Sport sur Wadass 24. Comme toujours, nous allons débattre sur des thèmes d'actualité du football africain et européen. Et comme toujours, je suis avec mes consultants, Madou Anini. Bonsoir Madou. Bonsoir monsieur Hospice, comment vous allez? Je vais très bien et vous? Très bien, ça fait un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Komivi Ezi, voilà. Bonsoir Komivi. Bonsoir monsieur Hospice. Ça va? Ça va très bien. Très bien. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et ce sera tout à l'heure après le jingle. Arrivé en tant que star à Chelsea à 115 millions d'euros, club dans lequel il a déjà joué entre 2014 et 2015, Romelu Lukaku s'apprête à quitter, il a déjà quitté le club pour rejoindre l'Inter, le club, son avant-dernier club, voilà, et il va jouer pour l'Inter la saison prochaine. Alors la question sur ce sujet, c'est pourquoi Lukaku floppe toujours à Chelsea? Le retour de Romelu Lukaku dans son club de cœur a été un échec indéniable. Est-ce que c'est son club de cœur? Exactement, Chelsea, c'est son club de cœur à la base. D'accord. Ouais, ça, mais quand on voit que actuellement Romelu Lukaku à Chelsea ça ne marche pas, c'est parce que il n'a pas retrouvé ses mêmes coéquipiers avec qui il a joué du côté de l'Inter Milan. Quand vous voyez un petit peu, ça a été la même échec qu'il a subi du côté de Manchester United quand il évoluait sous les ordres de José Mourinho. Ouais, c'est un peu donc c'est partant de cela il était obligé de débarquer du côté de l'Inter de Milan. Mais à l'Inter de Milan on l'a vu tout de suite briller correctement. Ouais, c'est un peu. Donc, c'est de là il a décidé de venir accomplir le boulot qu'il avait commencé du côté de Chelsea. Ouais, mais il était venu, dès son arrivée, nous avons constaté un fiasco total. Fiasco total. Et parlons de fiasco en Angleterre, sauf à Everton, on va y revenir. Mais pour le moment, parlons de Chelsea, parlons de Lukaku et parlons de Tuchel aussi. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas sans savoir qu'il a eu une véritable dispute entre lui et Tuchel, son entraîneur, suite à une déclaration comme quoi il se sent beaucoup mieux à l'Inter qu'à Chelsea. Est-ce que cette embrouille n'a pas pesé sur sa saison? Tout au début, Lukaku ne se sentait pas très bien à l'aise dans le système imposé par Thomas Tuchel, le 3-4-3. Le 3-4-3, puisque à l'Inter de Milan, Lukaku jouait en 4-4-2. Il jouait en 4-4-2 avec Lautaro Martinez. Ou parfois à 3-5-2, je crois bien, avec Lautaro Martinez en pointe. Il se sentait très bien là-bas, puisqu'il était du genre un pivot. Tout se jouait autour de lui. Un point de fixation. Un point de fixation, mais à Chelsea, il faisait trop d'efforts, c'est pour cela il s'est embrouillé avec le coach. Il s'est embrouillé avec le coach. Mais il avait été, comme je l'avais dit auparavant en introduction, il avait évolué dans ce club entre 2014 et 2015 sous José Mourinho également. Exactement, sous José Mourinho. Et il est revenu dans ce club peut-être pour prouver qu'il est meilleur qu'il y a 6 ou 7 ans, mais il a encore floppé. Est-ce que son échec auparavant, n'a pas plutôt pesé sur lui mentalement? Ça a été dans un coin de sa tête, quelque chose lui dit qu'il ne pourra jamais réussir à Chelsea. Romelu Lukaku, on le sait très bien, c'est un grand attaquant, surnommé en Italie comme en Angleterre le Big Room, m'excusez. C'est quelqu'un face au but, il montre sa capacité. Je ne sais pas si vous comprenez, il montre sa capacité face au but. On l'a vu du côté de l'Inter Milan. Mais à Chelsea, comme vous venez de le dire, c'est le système de jeu qui ne l'a pas donné davantage. Parce qu'on le voit du côté de l'Inter Milan, il évoluait sous les ordres de... Kanté? Non, plus. Oui, Kanté, ouais, exactement. Sous Kanté, le 4-4-2. Ouais, c'est un peu... Mais venir du côté de Chelsea sous le 3-4-3. Le 4-3-4. 3-4-3. 3-4-3. Exactement, oui. Ouais, c'est un peu. Or que, bon, il n'est pas habitué. Et parlant de ça, le 3-4-3, c'est la tactique à la mode en Allemagne, pour les coachs allemands. Nagelsmann a également utilisé cette tactique-là. D'accord. Maintenant, il vient de retourner à l'Inter, son club de cœur. Son club de cœur plutôt. Et est-ce qu'il pourra rebondir? Est-ce qu'il pourra rebondir à nouveau à l'Inter?
à nouveau à l'Inter, il pourra rebondir si sa saison n'a pas pesé sur lui et psychologiquement, s'il est bien avec ses nouveaux coéquipiers, il peut toutefois rebondir. Il peut toutefois rebondir. Est-ce qu'il peut rebondir en Angleterre, en Italie à nouveau? Il va bel et bien rebondir en Italie. On le sait très bien que quand il est sous les couleurs de la Nerazzurri, il essaie de donner de quoi il est capable. Et surtout, il retrouve encore un coach qui l'attendait depuis. Ouais, c'est un peu un coach qui l'attendait depuis, donc je crois bien. C'est Simone Inzaghi, n'est-ce pas? Simone Inzaghi, exactement. Oui, donc je crois bien qu'il va accomplir le travail qu'il avait commencé. D'accord. Voilà. Mais vous voulez ajouter quelque chose? Oui, entre-temps, son coach, son ancien coach Antonio Conte avait dit dans ses propos que c'est le système de jeu imposé par le nouveau coach de Chelsea, Thomas Tuchel, qui n'a pas vraiment avantagé Lukaku. C'est pour cela que Lukaku n'a pas bien joué cette saison. Mais on ne peut pas toutefois aussi critiquer le coach pour son système de jeu, parce qu'on l'a vu très bien que ça a marché. C'est avec ce système de jeu, il a pu remporter la Ligue des Champions. Un attaquant de ce calibre venir jouer 28 matchs et 10 buts, mais c'est pas tout à fait... C'était avec ce système qu'il a gagné la Ligue des Champions, mais il a joué faux neuf. Il y avait Havers qui était en je le sais très bien. Havers n'est pas attaquant de nature, on est d'accord? L'international allemand. Allemand, oui. Voilà. Il a joué, il n'a pas que joué à Chelsea et Manu, il a joué à Everton. Il a brillé à Everton. Il a plutôt été révélé à Everton. C'est-à-dire qu'il était à Anderlecht, mais il a brillé aux yeux du monde à partir d'Everton. Donc finalement, il y a un club qui le réussit en Angleterre. Mais en général, pourquoi l'Angleterre en général ne lui réussit pas? Les big clubs, les gros clubs d'Angleterre ne le réussissent pas. La saison où Lukaku avait joué à Manu n'a pas été si mauvais comme ça, Ça me rappelle également le match contre PSG. C'était lui qui avait marqué les 2 premiers buts en 2019, quand Rashford avait éliminé le Paris Saint-Germain. C'est lui qui était à l'abordage sur les 2 premiers buts. Il a snobé complètement Buffon. Exactement, mais vous savez, je reviens un tout petit peu sur la réponse de l'ami. Souvent, l'échec des attaquants aussi, ça provient de la confiance du coach, la confiance du coach, la confiance que le coach lui donne. Ouais, c'est un peu, cette saison, on l'a vu sous les autres. Moi, je l'ai vu. Tuchel l'a donné 3 ou 4 fois de chance, il a été titulaire, mais bon, ça n'a rien donné. Ouais, c'est un peu. Or, quand il était du côté de l'Inter Milan, Lukaku, à 4 matchs sans marquer, c'est catégoriquement impossible. Tuchel, lui, a compris immédiatement que non, Chelsea, ce n'est pas un club dans lequel il peut évoluer. Mais pourtant, c'est Tuchel qui le voulait. On le sait très bien, oui. Alors, statistiquement, on va voir les statistiques de Lukaku à Chelsea cette saison, enfin la saison qui vient de découler, et la saison de l'Inter. Il a joué à Chelsea, il a joué beaucoup de matchs à Chelsea, il a marqué 8 buts. Cette saison? Oui, la saison, il a joué assez de matchs, beaucoup de matchs. Il a joué 28 matchs, dont 10 buts. Il a marqué 8 buts et 15 buts toute compétition. 10. Cette saison? Oui, cette saison, il a marqué 15 buts, toutes compétitions confondues. Ok, toutes compétitions confondues. Oui, en 44 matchs, toutes compétitions confondues. Il a 29 titularisations et il a eu 40% de tirs. 40% de ses tirs ont été cadrés. 40% de tirs cadrés pour un attaquant de classe mondiale. C'est pas tout à fait logique. Parce que Lukaku, que moi je connais, il ne peut pas jouer ce nombre de matchs et ne pas marquer autant de buts qu'on l'attendait. Donc, moi, à mon avis, le coach a raison de lui laisser partir. De laisser partir. Exactement. Pourtant, en Italie, il a joué 95 matchs avec l'Inter, 86 fois titulaire. Il a marqué 64 buts et 15 passes décisives. Exactement. Donc, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais on peut aussi parler de la combinaison avec Lautaro Martinez. Du côté de Chelsea, il n'a pas eu ça. Moi, j'attendais un certain Giroud qui est parti, combiné avec lui, mais ça n'a pas aussi marché. Vous voyez, donc, de toutes les façons, on peut toutefois aussi parler de leur combinaison. De toutes les façons, Giroud ne jouait pas sous Thomas Tuchel. Non, c'est pas Lukaku qui va le faire jouer. On revient tout à l'heure après la pause.
Actuellement, on run contre tous les grands clubs, surtout Manchester City et le PSG, à cause de leur transfert record. Javier Tebas, président de la Liga, instaure plusieurs règles financières qui endettent les clubs espagnols et les empêchent de recruter des stars. Donc, la question sur ce sujet, c'est Javier Tebas est-il en train de ruiner la Liga? On commence par Monsieur Ezi. Est-ce qu'il est en train de ruiner la Liga? Est-ce qu'il est en train de tuer la Liga? Javier Tebas, considéré comme un des membres des dirigeants les plus influents du football espagnol et préside la Liga depuis 2013 exactement. Oui, c'est disons un économiste ou je ne sais pas comment l'appeler et ne donne pas la possibilité au club espagnol de pouvoir payer, de pouvoir utiliser un fonds conséquent pour payer des joueurs. Du coup, le fait que les autres clubs paient des plus grands joueurs, ça le complique un peu la tâche. Et c'est pour cela, je ne sais pas, à chaque moment, il se met en clash avec des grands clubs comme le club État. Les clubs État. Les clubs État, comme un certain PSG ou Manchester City. Exactement. Et il sort des règles qui sortent de nulle part. Et parlant de règles, Javier Tebas en soi, c'est son avocat de fonction. Exactement. Donc, je me suis posé la question, c'est peut-être parce qu'il est avocat qu'il sort certaines règles qui n'ont pas le droit d'être dans le football, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'il est avocat qu'il va sortir des règles qui vont toutefois donner des échecs aux clubs espagnols. Quand on voit actuellement un bon nombre de clubs sont confrontés à de nombreux problèmes. Exactement. Séville, Valence, Betis, Séville. Le FC Valence. Le Barça et le Real ne sont pas épargnés. Mais excusez-moi un petit peu, tel que le FC Valence qu'on connaît depuis un bon nombre d'années, qui reste toujours dans le Big Four espagnol, qui est maintenant descendu catégoriquement. Du coup, il n'arrive plus à recruter comme il le faisait. Par exemple, comme le FC Barcelone, tel que le FC Barcelone. Le FC Barcelone était obligé la saison dernière de vendre Lionel Messi, or qu'on le sait très bien que du côté du FC Barcelone, Lionel Messi c'est un cadre pour recruter un certain Memphis Depay. Ouais, donc moi je peux dire le rôle de Tebas du côté de la Liga n'est pas totalement satisfaisant pour les clubs de la Liga. Pour les clubs de la Liga. Il va falloir le plus tôt possible leur alléger la tâche comme cela, ça va leur permettre aussi de faire bien les transferts et autres. Voilà. D'accord. Au lieu d'alléger la tâche à ces clubs pour le bien de la Liga, n'est-il pas mieux, il ne devrait-il pas démissionner carrément, Javier Tebas? Démissionner, c'est trop dur à dire. C'est trop dur à dire. Puisqu'il se sent bien à l'aise dans à son poste de président de la Liga. Et pourquoi démissionner? C'est trop dur à dire. D'accord. Je voulais vous poser cette question, mais je ne vais pas vous la poser. Je vais retourner la question. Je vais reposer cette question à M. Ezi. Mais bien avant, est-ce que je vous repose la même question? Est-ce qu'il pourrait démissionner? Bon, démissionner, moi je ne pense pas, mais vous savez très bien que le poste de président, ça se passe pas, c'est-à-dire ça se fait par élection. Donc il va falloir attendre les prochaines élections. Les prochaines élections pour pouvoir désigner qui va présider pour la Liga espagnole. D'accord. Depuis plusieurs saisons déjà, on voit que les arbitres, c'est pas moi qui le dis, c'est la presse qui le dit, même les fans de foot le disent. Peut-être que vous allez dire que j'ai un côté barcelonais, bref. Les arbitres favorisent beaucoup plus le Real Madrid dans le championnat. D'accord? Donc peut-être que, je dis peut-être, peut-être que Tebas il est lui-même supporter du Real. Donc est-ce que Tebas ne favorise pas plutôt le Real? Le favorise, je pense pas, puisque le Real sont notre club rival, le FC Barcelone, sont les clubs les plus endettés de l'Espagne et sont encore les clubs les plus riches de l'Espagne. D'accord. Mais là, quand je parle de favoritisme, je parle sur le terrain. La VAR qui parle pour le Real, des pénaltys non sifflés, des pénaltys imaginaires sifflés pour le Real Madrid. Javier Tebas ne coordonne pas les arbitres. C'est lui qui les choisit. C'est pas lui qui les choisit. C'est pas lui qui choisit les arbitres. Il y a une commission dédiée pour choisir les arbitres. Une commission éthique des arbitres. Et cette commission est présidée par qui? Elle n'est pas présidée par Javier Tebas.
nous savions très bien que Tebas, c'est lui le président de la Liga. Oui. Donc on ne peut pas dire tout de suite que c'est lui qui favorise l'arbitrage, c'est-à-dire il a la tête pour favoriser l'arbitrage en faveur du Real Madrid. Non. Parlons du VAR. Nous avons vu correctement que le VAR a évolué du côté de l'Angleterre correctement. C'est ainsi que ça évolue correctement aussi du côté de l'Espagne. D'accord. Donc, selon vous, les arbitres ne favorisent pas Ils ne favorisent pas le Real Madrid. Non. Parole de madrilène. Nous voyons très bien depuis des décennies que le Real Madrid est toujours au top. Sur le plan européen, ils sont toujours au top. Du côté de la Ligue des Champions, on ne peut pas dire que l'arbitre, on les favorise du côté de la Ligue des Champions aussi. D'accord. Côté arbitrage. Selon vous, la Liga favorise le Real Madrid sur le terrain, sur la pelouse? Non, selon moi, la Liga ne favorise pas le Real Madrid, puisque le Real Madrid aussi subit des pénaltys, imaginaires même, en championnat. Donc on ne peut pas dire que la Liga les favorise. Monsieur Komevi, vous êtes supporter de quel club? Moi, je suis supporter de football. D'accord. Alors, les supporters de football qui nous regardent également, on les retrouve tout à l'heure après la pause. Certaines logées dans des groupes assez homogènes, d'autres dans des groupes beaucoup plus relevés. Les équipes africaines s'apprêtent à défendre le continent au Qatar en décembre. La question sur ce sujet, M. Ezi, l'Afrique pourra finalement atteindre le dernier carré. Pour l'interrogation. L'Afrique pourra atteindre le dernier carré de la Coupe du Monde. On espère tous. D'autant plus que le groupe du Sénégal est un peu relevé, hein? Non, ils sont dans le un peu favorable. Bon, ils sont dans le groupe avec le pays organisateur, ce qui n'est pas évident. Ils sont également dans le groupe avec les Pays-Bas. L'Équateur, ce n'est pas rien. L'Équateur, ce n'est pas rien. L'Équateur, c'est... Ah d'accord. L'Équateur, je voulais parler de Yerimina et Cuadrado, mais ce sont des Colombiens. Mais c'est presque le même football. Exactement. D'accord. Alors, la dernière édition en 2018 était l'une des pires éditions pour le football africain parce qu'aucune des équipes africaines n'a disputé, ne serait-ce que le deuxième tour, les huitièmes de finale. Nous le savons très bien que la dernière édition de la Coupe du Monde, elle a été catastrophique pour les équipes africaines. Celle qu'on attendait aller en quart de finale. C'était le Sénégal qui était éliminé dans une bonne poule, qui était éliminé prématurément. Qui était éliminé, rappelons-le, à cause d'un carton de plus. Exactement, à cause des cartons, on voyait ça un peu. Donc, à mon avis, la probabilité de voir les équipes africaines atteindre le dernier carré de la Coupe du Monde est un petit peu faible. Vous voyez ça un peu. Depuis des décennies, on voyait au préalable le Sénégal, eux, aller un peu plus loin, mais bon, dès les quarts de finale, surtout, vous m'excusez un petit peu, je vais vous rappeler une histoire. On le sait très bien que le Cameroun, en 2001, ils étaient en quart de finale. Si vous vous rappelez. En 2001, de quelle compétition? La Coupe du Monde, je parle. La Coupe du Monde n'a jamais été jouée en 2001, c'était en 90. En 90, exactement, veuillez m'excuser. Ils étaient en quart de finale en 90 et le Sénégal en 2002, le Ghana en 2010. Oui. Ouais, c'est un peu. Donc, je peux dire, cette fois-ci, ils ont la chance d'aller plus loin qu'en quart de finale. Vous voyez ça, surtout le Sénégal qui compte de bons talents dans leur effectif, comme tel que les Mendy, Sadio Mané, Nampalys Mendy, Kalidou Koulibaly de Naples. Donc, j'espère une pléiade, une multitude de stars. Voilà, donc on va prendre les équipes une par une. On va commencer par le Sénégal. Est-ce que l'équipe actuelle du Sénégal est meilleure que celle de 2018? Oui, effectivement. D'autant plus que l'équipe du Sénégal actuellement dispose des stars qui sont tous des titulaires dans de grands clubs européens. Donc, à mon avis, l'équipe du Sénégal actuellement est la meilleure par rapport à l'équipe du Sénégal de 2018. On va prendre le cas du Ghana. On en a parlé dimanche dernier. Le Ghana a-t-il une chance? On va ramener ce sujet. Le Ghana a-t-il une chance?
avec les probables renforts, bien sûr. Exactement, le Ghana actuellement, on les voit très inspirés à aborder cette compétition qui nous attend bientôt dans 6 mois. Vous voyez, c'est un peu. Donc, le Ghana, il va falloir faire revenir les renforts pour amener leur équipe au dernier carré de la Coupe du Monde. Au dernier carré de la Coupe du Monde. L'équipe de Tunisie, l'équipe du Maroc, 2 équipes qui sont très jeunes, qui se reconstruisent, mais malgré ça, elles sont là. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire malgré cette équipe jeune, une équipe jeune? Par exemple, la Tunisie ne va pas représenter encore un certain Msakni. La poule de la Tunisie est un peu relevée, d'autant plus qu'on a la France, le Danemark, l'Australie. Et l'Australie, oui. Et, il va falloir jouer gros, il va falloir jouer. On espère que la Tunisie fasse quelque chose de si grand dans cette poule. Le Maroc? Le Maroc avec un certain Ziyech qui est incertain parce qu'il boude la sélection depuis des mois déjà. Nous savons très bien que Ziyech manque énormément à cette équipe des Marocains, mais seulement que il y a Yassine Bounou. Il y a Yassine Bounou. Il y a mon ami de Ziyech. Hakim Ziyech, c'est du Paris Saint-Germain. Et vous m'excusez. Hakimi, voilà. Et mon ami qui est à Séville, j'oublie son nom. Mouni. Non, pas Mounir. El Nesri. Youssef El Nesri. J'adore ce gars. Mouni El Haddadi qui est le néo marocain. Exactement. Qui a une fois joué pour l'Espagne et après il a été délaissé. Alors on va aborder le cas du Cameroun. Qui répond au cas Cameroun. Je reviens tout petit peu sur ces équipes maghrébines. Moi, à mon avis, je vois que le Maroc peut toutefois créer une surprise. Parce qu'avec ces cadres que nous venons de citer et surtout avec le coach qui est à leur possession actuellement, j'espère très bien qu'ils sont inspirés à atteindre le dernier carré de cette coupe. Le dernier carré, carrément. Oui. D'accord. L'équipe du Cameroun, la rigueur de Samuel Eto'o, avec la non-expérience de Rigobert Banasson, est-ce que ça peut faire quelque chose? J'y viens. Allez-y, répondez. La question elle est à vous. Monsieur Samuel Eto'o est inspiré. Mais il oublie que l'équipe est trop jeune. Et avec l'inexpérience du coach, il va falloir beaucoup jouer. Il va falloir beaucoup jouer. Le Cameroun, sans oublier, est logé dans le groupe du Brésil. De la Serbie, une équipe compacte. Exactement, avec un certain Vlahovic. De la Serbie, une équipe. Jovic également, il est serbe ou il est croate? Finalement, je ne sais plus. Luka Jovic. Il est serbe. Voilà. Jovic. Et sans oublier la Suisse. Exactement. Shaqiri qui est le meilleur Zama. Shaqiri. Et Mbolo, Chaka. Mbolo. Et l'autre, Akanji. Akanji également du niveau de Dortmund. Le Cameroun? Le Cameroun, je reviens tout de suite sur votre question. On ne peut pas dire l'inexpérience de Rigobert Song, un entraîneur qui qualifie son équipe pour la Coupe du Monde. Bon, il faut l'apprécier. C'est sur 2-3 matchs. Vous m'excusez un tout petit peu. Quand on voit le match qu'ils ont joué à domicile contre l'Algérie, on ne s'attendait pas qu'ils vont aller se qualifier en Algérie. Mais je pensais que c'est plutôt l'Algérie qui a déjoué ce match. Le dernier but, c'est une erreur défensive de... Franchement, une équipe qui veut aller en Coupe du Monde, qui fait ce placement, qui fait un tel placement, le dernier défenseur, il se met carrément proche du but. C'est pas l'Algérie qui a plutôt déjoué. Non, il y a eu des polémiques concernant l'arbitrage. Concernant l'arbitrage de ce match. De toutes les façons, il y a toujours la polémique concernant l'arbitrage. On ne peut pas tout de suite s'attaquer à l'arbitrage. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous avons vu l'Algérie briller en Coupe du Monde dans les années passées. Contre le match qu'ils ont joué en 2010 face aux Allemands, ils ont fait un bon match. Donc on ne peut pas dire l'Algérie n'arrive pas à placer correctement sa défense pour pouvoir affronter le Cameroun. Non. Dans un match, il faut une erreur comme cela.
l'autre adversaire va gagner. Donc c'est ce qui s'est passé l'autre fois. Je vois les gens s'attaquer à l'arbitrage, patati, patata. Non, c'est pas ça le problème. La solution, c'est de jouer le match. Donc, à mon avis, le Cameroun a bel et bien mérité sa qualification. Voilà. Alors, j'espère bien qu'ils vont faire un bon parcours durant cette Coupe du Monde. Et surtout avec le duo Toko Ekambi et Vincent Boubacar. J'espère bien qu'ils vont aller loin. Et un Bassakor vieillissant. Plutôt, moi, je m'attendais à un Franck Zamboanguissa. On va voir le classement, d'accord, FIFA de ces équipes qui sont qualifiées. Déjà, le Sénégal vient en tête avec 18e classement FIFA. Suit le Maroc, 22e classement FIFA, 30e la Tunisie, classement FIFA 38e le Cameroun et le Ghana est 60e. Est-ce que ça peut jouer ces classements FIFA? Est-ce que ça peut jouer? C'est sur le terrain, Ce classement, c'est surtout des nombres calculés, mais sur le terrain, il n'y a plus de petites équipes. Exactement, oui. Tout se joue sur le terrain actuellement. Donc, oublions un peu le classement FIFA et attendons de voir les matchs. Et même pour la Tunisie, il n'y a plus le Panama. La Tunisie qui avait marché sur le Panama en Coupe du Monde 2018. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet? Moi, la chance que je donne encore aux Africains et à tout le monde, c'est que les équipes qui ont l'habitude de retrouver la Coupe du Monde sont là. Par exemple, quand on parle du Cameroun, ils ont l'habitude de venir. La Tunisie? On l'a tout de suite souligné, leur parcours en 90, ils étaient en quart. Le Ghana, pareil, en 2010. Vous voyez un peu. Le Sénégal en 2002. Donc, j'espère bien que ces équipes, la Tunisie également, vous voyez un peu. Donc, j'espère bien qu'ils vont faire tout possible pour aller en quart ou dépasser au-delà. Voilà. Quart ou dépasser les quarts. C'est tout le mal qu'on leur souhaite de toutes les façons. On revient après le jingle pour aborder le dernier sujet. Annoncé comme un prodige issu de la Masia, Ansoumana Fati connaît une période douloureuse depuis novembre 2019. L'attaquant espagnol s'est fait opérer 2 fois au ménisque et a échappé à une nouvelle opération en janvier dernier. La question sur ce sujet, on va commencer par M. Ezi. Est-ce que Ansu Fati pourrait devenir un joueur de classe mondiale? Ansu Fati devenir un joueur de classe mondiale s'il arrive à sauver ses blessures. Sinon, actuellement, les blessures sont en train de plomber sa carrière. Ansu Fati, dont nous connaissons le nom, tous, ce n'est plus ce Ansu Fati qu'on voit actuellement, qui diminue. Les blessures diminuent vraiment sa performance sur le terrain. Donc, espérons qu'il peut s'éloigner des blessures et réaliser une grande carrière. Ces blessures ne sont peut-être pas dues au poids du numéro 10? Le poids du numéro 10, oui, ça peut toutefois aussi compter. Du coup, un jeune attaquant qui vient comme cela, on lui donne ce dorsal, le dorsal c'est-à-dire d'un pilier, on lui donne comme cela. Peut-être c'est pour le responsabiliser. On voit tout de suite la pression des supporters sur lui. Ouais, mais je pense pas que les supporters voient le dorsal comme ça, c'est-à-dire psychologiquement, ils se voient que c'est le Messi qui est sur le terrain. Ouais, à mon avis, le président devait laisser au moins un an passer et comme ça, on lui donne le dorsal. Mais tout de suite, le Messi part, on lui donne le dorsal. Bon. En tout cas, on ne peut pas s'appuyer sur ça pour dire c'est ça qui fait qui se. Peut-être que c'est pour le responsabiliser, lui dire voilà, on a confiance en toi, tu es notre nouvelle étoile, vas-y à fond quoi. Peut-être que c'est pour ça. Mais nous avions vu un certain Cristiano Ronaldo qui était du côté de Manchester City. Le dorsal fait plus de 3 ou 4 ans. Manchester United. Oui, Manchester United. Ils ne l'ont pas donné à quelqu'un. Vous voyez, donc Ansu Fati, aussi, moi je peux dire, il doit aussi calculer, c'est-à-dire son style de vie. Quand je parle de son style de vie, sa manière de s'entraîner, c'est un peu, il doit automatiquement s'entraîner d'une façon intense pour pouvoir revenir au meilleur niveau. Parce que les blessures qu'ils accumulent du jour au jour ne peuvent pas lui favoriser à aller au sommet de son art. Voilà. Sans les blessures, est-ce qu'il peut être mangé à la table des Mbappé, des Haaland, des Vinicius, sans blessure? Sans blessure, Ansu Fati a été vite responsabilisé.
et ce qui lui donne un peu de poids, un peu plus de poids. Plus que le dorsal numéro 10 ne se porte pas n'importe qui et au FC Barcelone. Exactement. Et on se souvient du retour de Mariano Diaz au Real Madrid lorsqu'il avait pris le dorsal 7 et ce qu'il a réalisé comme saison, on a tous vu. Et on a vu un certain Hazard aussi. Et lorsqu'il a pris le dorsal 7 au Real Madrid, sa saison entre parenthèses, on a vu ce qui s'est passé. Exactement. Donc, à mon avis, les présidents de club Noka essaient de voir les jeunes joueurs qui doivent porter des dorsales de responsabilité. D'accord. Dès la saison prochaine, il sera côté gauche en concurrence avec un certain Ferran Torres. Lui aussi qui sort également d'une saison demi-teinte. Des fois, il fait des bons matchs, des fois, il fait des matchs affreux. La concurrence avec Ferran Torres, est-ce que ça peut exister finalement? Une concurrence avec Ferran Torres, je ne vois pas attaquer tel, mais plutôt, moi je vois une combinaison avec Ferran Torres parce que le coach peut toutefois décaler Ferran Torres et lui reste sur le côté gauche. Il peut amener Ferran Torres du côté, c'est-à-dire au côté gauche, au côté droit. Au milieu. Quel milieu? Au milieu, c'est la pointe. C'est la pointe. Et la pointe, on est d'accord que nous parlons de l'attaque. Nous parlons de l'attaque. Oui. Il peut l'amener au faux numéro 9. D'accord. Faux numéro 9, sur quel système? Le 4-3-3? Il n'y a pas de faux numéro 9 en 4-3-3. C'est deux ailiers en attaquant. Exactement, donc il va falloir. Xavi n'est pas allemand pour faire le 3-4-3 ou 4-2-3-1. Mais on voit certains coachs qui allient plus de 4 attaquants. Ça dépend de la combinaison, de l'entente des attaquants. On voit ça un peu. Il peut toutefois jouer avec Ferran Torres, mais lui décaler du côté gauche et l'amener à la pointe, comme je le disais, ça peut toutefois marcher. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose. N'oubliez pas, on peut toutefois aussi écarter Memphis Depay. Si on voit l'architecture imposée par le Barça actuellement, Ansu Fati doit être en concurrence avec Ferran Torres, bah voilà. Puisque c'est un Barcelonais qui te parle, frère. Puisque durant le jeudi passé, on a eu écho que Kessié était dans les locaux du Barcelone. Oui. Franck Kessié, l'international ivoirien. Kessié et Christensen étaient dans les locaux de Barcelone. Et toutefois, sans oublier que Rafinha aussi négociait son contrat à travers Deco. Deco qui était aussi dans les locaux du FC Barcelone ce jeudi passé. Donc, ce qui veut dire que Deco, c'est un agent. C'est un agent de Rafinha. Oui, c'est l'agent de Rafinha. C'est lui qui est venu négocier le contrat de Rafinha. Et disons que l'autre côté sera occupé. Si le contrat s'avère signé, l'autre côté sera occupé par Rafinha et ce côté par soit Ansu Fati, Ferran Torres, Memphis Depay. Mais un certain Memphis Depay que moi je préfère largement à gauche. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que je vous repose la question, est-ce que Ansu Fati peut être prêt pour la saison prochaine? Ansu Fati peut être prêt pour la saison prochaine. Si il effectue bien la pré-saison, il sera prêt. Il a déjà commencé des entraînements intenses. Moi, je le suis personnellement sur Instagram et ce qu'il fait, ça ne me déplaît pas. Moi, je le vois bien sur la saison à venir, parce que Ansu Fati, on l'a très bien vu dès son arrivée de la Masia, un joueur crack qui avait aussi, c'est-à-dire le talent de Lionel Messi à la base. Actuellement, il a 19 ans. Il a joué cette saison 10 matchs. Il a marqué 4 buts, toutes compétitions confondues. Et en 3 ans, il a joué 35 matchs. Il a été titularisé 17 fois. Il a marqué 13 buts. 13 buts. Au son jeune âge. Oui. Bon, c'est pas du tout mal. En comptant aussi les blessures, bon, moi je peux dire, sans les blessures, c'est un joueur qui peut s'asseoir à la table des Mbappé, comme vous venez de le dire, des Mbappé, Vinicius Junior. Parce que c'est un joueur de tout. Pourquoi vous avez la peine d'appeler Vinicius? C'est un grand. Parce que Vinicius et Ansu Fati, c'est un joueur petit de talent. Parce que je l'avoue, c'est un joueur qui joue très bien. À la place de Vinicius ou bien à la place de moi Rodrigo. Je parle de ses qualités personnelles. Moi, en tant que Barcelonais, moi je ne veux pas en parler, mais vous me forcez la main. En tant que Barcelonais, je peux dire que Ansu Fati a 14 Vinicius dans chaque orteil.
Pardon? Ansu Fati a 14 Vinicius dans chaque orteil. Donc ça fait 10 orteils, donc ça fait 14 fois 140. En fait, Ansu Fati c'est 140 fois Vinicius. Non, quand vous dites ça, c'est pas tout à fait logique. Vous avez vu le service de Vinicius Junior? Je peux avouer que c'est lui qui a donné la Ligue des Champions. On peut pas, sur le plan footballistique, comme sur le plan. C'est ça. On va clore ce débat, sinon on va finir aujourd'hui. On va clore ce débat. On revient tout à l'heure avec les bonus en 5 minutes. À présent, nous sommes dans la période, dans le temps, dans le Fergie Time, le bonus time. Et on va commencer rapidement. 2 minutes par sujet. Di Maria à la Juventus. Comment vous trouvez ce transfert en fait? Déjà, moi je le trouve exceptionnel. Je le trouve exceptionnel s'il arrive bel et bien à débarquer du côté de la Juventus de Turin. Nous savons tous que c'est un attaquant qui est pétri de talent, c'est-à-dire c'est un passeur décisif incontournable. On l'a vu du côté du Real Madrid, du côté du Paris Saint-Germain, à Manchester United, qui n'a même pas, c'est-à-dire on sait très bien qu'il n'a pas duré là-bas, mais il a fait son temps. Donc, s'il arrive à débarquer du côté de la Juventus, je sais qu'il va apporter du fruit à cette attaque. Avec Vlahovic, ça va donner du fruit. Un autre transfert probable, Marcelo à Fenerbahçe, un championnat turc qui est beaucoup moins médiatisé que celui de l'Espagne. Marcelo à Fenerbahçe. Est-ce qu'on peut dire que Marcelo peut réussir à Fenerbahçe? Est-ce on va plutôt demander si Fenerbahçe fait bien de recruter Marcelo? Marcelo à Fenerbahçe, je trouve que Marcelo est parti se reposer un peu. Un peu comme Falcao. Un peu comme Falcao. Il a déjà tout gagné et ne peut pas arrêter sa carrière en ce moment. C'est pour cela qu'il a préféré signer au Fener pour ne pas. Non, c'est Fenerbahçe, oui, c'est le Fener, oui. Pour ne pas trop attirer l'attention des gens. Également, et ce sont des clubs turcs qui sont extrêmement riches. Bon, peut-être qu'il va mettre la daronne à la brigade. On ne peut pas dire qu'il est parti se reposer, parce que quand un club cherche un joueur, c'est pour venir relever le niveau du club. Donc, et je pense que Fenerbahçe va jouer probablement, peut-être en Ligue des Champions, parce que c'est Trabzonspor qui a gagné le dernier championnat. Oui. Donc ils sont peut-être en lice pour les tours préliminaires pour la Ligue des Champions. Exactement. Donc voilà. Donc c'est bon pour Marcelo. On va terminer sur cette note de Toni Kroos. Est-ce qu'il va finalement partir ou il va prolonger au Real? Bon, pour le moment, Toni Kroos, il essaie de regarder, c'est-à-dire sa forme, le physique et surtout le talent qu'il a en lui actuellement, voir s'il peut encore servir le Real Madrid ou bien partir ailleurs. Parce qu'on l'a vu bon nombre d'années, il a aidé le Real Madrid à atteindre ce qu'il voulait récupérer comme coupe à la fin des saisons. Mais actuellement, nous le savons très bien qu'il est déjà en fin de carrière parce qu'il a beaucoup donné pour les clubs. Partir du côté du Bayern Munich, venir au Real Madrid, mais c'est pas amusant. Donc c'est à lui maintenant parce que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, l'a donné la chance de méditer beaucoup. S'il va rester ou pas, maintenant la balle est dans son camp. D'accord. Tout à l'heure, offline, dans les coulisses, Monsieur Ezi nous demandait d'aborder un sujet. On ne va pas l'aborder, mais je vais lui laisser la parole de dire un dernier mot. Je pense qu'il va parler de ça dans son dernier mot. C'est votre dernier mot, Monsieur Ezi? Mon dernier mot, c'est des encouragements à l'endroit de l'équipe nationale féminine togolaise. Voilà. Féminine togolaise qui avait fait un match au Maroc l'autre fois. Ils ont fait 1-1. Et surtout, le but qui m'a impressionné, c'est le but de notre prodige Mafi. Notre prodige Mafi qui a inscrit un but sur coup franc. Très bien. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de voir Romelu Lukaku briller
exceptionnellement du côté de l'Inter Milan. D'accord. Mon dernier mot, c'est de voir Ansu Fati sur pied pour prouver qu'il est 100 fois mieux que Vinicius et autres. C'est pas un débat. C'est sur ce point qu'on va mettre fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, il n'y a pas Ilaous à la caméra, mais il y a son adjoint, ses adjoints plutôt. Donc, merci aux adjoints, merci à l'équipe de Ilaous. Merci à vous tous qui nous suivez depuis le Bénin, la Côte d'Ivoire et partout en Afrique. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même chaîne. Au revoir.